Monsieur le ministre, merci beaucoup pour les précisions, les propos liminaires. Donc, moi, je suis député de Nouvelle-Calédonie. Je vais juste faire une petite précision parce que j'ai été sensible à vos interrogations et aux travaux qui sont conduits par rapport aux normes de construction qui sont effectivement des difficultés qui existent dans nos territoires et notamment l'aspect contre-intuitif mais pu vivre à titre personnel dans le cadre du suivi de la construction du dernier hôpital avec à la fois des contraintes sismiques et des normes qui doivent s'adapter à notre environnement éminemment cyclonique. Ça représentait très directement un surcoût, donc qui a réussi à être intégré dans le budget, mais un surcoût non négligeable pour avoir les garanties maximales s'agissant d'un hôpital, évidemment. Il y a une réflexion qui est conduite par le gouvernement local, le gouvernement calédonien, pour élaborer des normes qui soient un peu plus adaptées à notre environnement. Je crois savoir qu'en tout cas à La Réunion, ça fait déjà quelques années que cette réflexion existe et je tiens simplement à indiquer que je suis convaincu que la Nouvelle-Calédonie sera intéressée pour être associée à vos réflexions à l'échelon national. Ma question, elle porte sur un sujet que vous avez déjà évoqué, que le président a évoqué, mais j'y reviens quand même, celui des discriminations dans l'accès ou les tentatives d'accès au logement par, et notamment les étudiants ultramarins. J'ai eu l'occasion de poser une question au ministère de l'économie et des finances en février 2019, donc c'est récent, avec une réponse du 18 juin 2019 qui est aussi toute récente. Donc il me confirme à la fois que depuis 1989 c'est interdit, mais 30 ans après ça existe toujours, ça c'est pas dans la réponse du ministère. Et chaque année qui passe, que ce soit le Conseil économique et social, que ce soit notre délégation en mars de cette année, que ce soit d'ailleurs les ministères, puisque je crois ça en 2016, un courrier commun co-signé par le ministère du Logement, le ministère de l'Outre-mer et le délégué interministériel avait rappelé aux agences immobilières le caractère illégal. Mais il subsiste toujours. J'ai eu connaissance dans cette réponse du dispositif Visal, que j'avoue bien volontiers j'ignorais totalement, avec des statistiques très précises sur le nombre d'étudiants, domiens et thomiens, qui y accèdent, en tout cas qui demandent d'y accéder depuis sa création. L'information dont je dispose d'après le ministère, c'est 5900 étudiants sur 170 000 demandes. 5900, c'est-à-dire 3,4% issus des DOM, et 300, c'est-à-dire 0,2% issus des TOM. Alors, bon, évidemment, on n'est que 270 000, mais on a un peu plus de 300 étudiants qui sont en permanence en métropole et dans d'autres territoires pour étudier. Et on relève chaque année des témoignages, toujours aussi désagréables, pour ne pas dire insupportables, de discrimination parce que la domiciliation bancaire n'est pas en métropole, n'est pas dans l'Hexagone. Il y a une complexité supplémentaire pour les étudiants calédoniens, donc je l'indique, c'est que nous n'avons pas de numéro INSEE, mais un numéro ITSEE, ce qui fait que, entre autres spécificités et joyeusetés, quand les étudiants ou les évacués sanitaires arrivent en métropole, ils sont, bien que français, qualifiés ou considérés comme étrangers. Ce qui signifie qu'il a fallu, et c'est le cas depuis quelques années, adopter un dispositif tout à fait dérogatoire grâce à la bonne volonté de l'INSEE, mais qui va finir par s'arrêter pour que ces étudiants aient accès au dispositif d'aide au logement. Donc voilà, en gros, c'est plus un témoignage qu'une question. Je suis convaincu de votre détermination, mais je veux quand même vous dire aujourd'hui qu'en dépit des efforts qui sont réalisés, des conventions de partenariat ou des mécanismes qui existent, ce sont de vraies discriminations qui existent encore, c'est des vrais freins, des vraies suppressions de chances pour ces étudiants. C'est incompréhensible pour les familles, naturellement, qui font des efforts, mais toutes le font, mais des territoires qui sont à 22 000 km, on comprend bien l'effort que ça peut représenter. Et je voulais attirer vraiment votre attention là-dessus parce que je crains malheureusement, même si on m'a répondu que tout était en place pour que l'illégalité cesse, je crains que malheureusement cette illégalité demeure et peut-être auriez-vous ou avez-vous une réflexion pour compléter ce mécanisme. Merci. Merci, collègue Dunoyer. Stéphanie Adjé. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame et Monsieur le député, aujourd'hui, alors je prends toujours ces chiffres avec beaucoup de précautions, hein, mais mon ministère, il estime que on a des taux de discrimination qui sont tels que un enfant de la République d'un territoire ultramarin, il a entre un quart et un demi fois moins de chances d'avoir accès à un logement qu'un enfant de la République territoire métropolitain. C'est monstrueux. Donc déjà, je pense que la première chose à faire, comme toute lutte contre les discriminations, c'est de le dire, de le dénoncer et de rien laisser passer. C'est pour ça que dès que SOS Racisme a fait cette étude, bien loin de moi l'idée de dire
oui, il y a ça, mais on fait beaucoup de choses et ça va s'améliorer, etc. Non, pas du tout. Moi, au contraire, dis, c'est très bien qu'il y ait eu cette dénonciation. Ça ne sert à rien de jeter en pâture les intermédiaires comme les agences immobilières, parce que c'est pas ça en fait qui fait avancer la chose. Parce qu'en plus, quand vous prenez la discrimination, ce qui est terrible dans notre pays, c'est qu'il y a beaucoup d'actes de discrimination qui sont faits, sans pour autant que ceux qui le font s'en rendent compte. Il y en a qui le font à dessein, et ça, c'est terriblement, terriblement odieux. Mais il y a beaucoup de discriminations qui sont pratiquées sans même que ceux qui la pratiquent s'en rendent compte. Ce qui est tout autant terrible dans le résultat. Mais ce qui veut dire que dans la façon qu'on a de traiter le sujet, c'est différent. Et puis la question que vous posez, tous les deux, fondamentalement, c'est la différence entre les droits formels et les droits réels. Parce que formellement, effectivement, la loi aujourd'hui, c'est 3 ans d'emprisonnement, c'est des amendes pouvant, alors ça dépend si vous êtes personne physique ou personne morale, mais c'est respectivement de mémoire 45 000 euros d'amende et 225 000 euros d'amende. Tout ça, c'est parfait sur le papier. La question du droit réel est bien différente, confère les chiffres que je donnais initialement. Donc, pour moi, il n'y a pas de fatalité, parce que quand vous prenez encore une fois l'étude de SOS Racisme, il y a des réseaux, notamment des réseaux d'agences immobilières, qui ont réussi à mettre en place des pratiques qui font qu'aujourd'hui, ils sont reconnus comme non discriminants dans le cadre de cette enquête. Donc, il n'y a pas de fatalité. Ça nécessite de se mettre d'accord sur cette feuille de route. Donc, cette feuille de route, on l'a lancée dans sa rédaction. Mon objectif, c'est de pouvoir la terminer dans les tout prochains mois. Je veux qu'elle soit très ambitieuse. Et elle associe à la fois SOS Racisme, à la fois les agences immobilières et à la fois les représentants également des propriétaires. Et je pense qu'à terme, il faut aussi y inclure les plateformes de location en ligne qui pratiquent, qui ont d'autres pratiques, mais qui sont importantes. Cette feuille de route, encore une fois, elle a ces 3 axes. La formation, le volet d'évaluation et de développement des différents outils comme Visal, et puis le sujet des sanctions. Donc elle est très claire. On y travaille, on est en plein dedans. D'ici là, et il ne faut pas se leurrer, en attendant que toutes les pratiques changent, c'est exactement comme les politiques d'équité versus d'égalité. Il faut qu'on ait cette politique d'équité pour atteindre cette égalité et donc cette lutte contre les discriminations. Et le dispositif Visal est un des éléments d'équité. Notamment, il y a un couple qui marche très bien aujourd'hui, mais vraiment très très bien, et moi j'ai pu m'en rendre compte dans beaucoup de visites sur le terrain que j'ai faites. C'est le couple Visal-Crous. Ça marche très bien. Si j'ai un conseil à vous donner quand vous voyez des étudiants de nos territoires ultramarins, c'est ce couple-là. Il y a aussi le couple Visal et propriétaire privé, hein. Mais le couple Visal-Crous marche très bien. Après, la question, c'est effectivement la domiciliation bancaire. Mais ça en dit long, hein, encore sur le volet... sur le volet de ces liens qu'il nous faut créer. Parce que pourquoi le sujet de la domiciliation bancaire? Parce que certains pensent que si caution il y a, la caution serait beaucoup plus dure à être récupérée parce que le réseau bancaire ne serait pas exactement le même. Il y a aussi un autre point dans cette lutte contre les discriminations proposée par les réseaux d'agences immobilières eux-mêmes, c'est de voir comment on peut faire des liens entre les agences immobilières. Il y a beaucoup de réseaux qui sont présents et sur l'Hexagone et dans nos territoires ultramarins. Et comment faire en sorte que ce réseau ou ces agences du même réseau renouent la confiance pour pouvoir justement lutter contre les discriminations. Il y a des réseaux qui proposent cela et donc on va y travailler avec eux. Merci, Monsieur le Ministre. Concernant les réseaux bancaires auxquels vous faisiez allusion à l'instant,